L'invité de Smart Impact, c'est Lucille Deschamps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale en charge des programmes égalité des chances à la Fondation Culture et Diversité, fondation d'entreprise de Fimalac, la holding de Marc Ladret de la Charrière. C'est quoi la mission de cette fondation ? Alors cette fondation, effectivement, elle a été créée en 2006 par Marc Ladret de la Charrière et elle a pour objectif d'aider des jeunes qui sont issus de milieux modestes à accéder aux arts et à la culture et à accéder aussi aux études artistiques et culturelles. Et donc pour ça, on a deux axes d'action, à la fois la cohésion sociale et puis l'égalité des chances dont je suis plus particulièrement en charge. C'est pas le boulot de l'éducation nationale ? Alors, l'éducation nationale nous aide puisque effectivement, on est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui va cibler en fait les lycées dans lesquels on intervient pour informer les jeunes de l'existence de ces écoles qui sont des écoles qui sont sous égide du ministère de la Culture. Et donc, on travaille main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale et les professeurs qui vont aller cibler les jeunes qui sont particulièrement intéressés par ces études. Quel bilan on peut faire ? Ça fait quoi ? Quasiment 2 décennies, allez. Alors, un bilan plutôt positif, effectivement. Nous, on aide des jeunes donc déjà à s'informer sur ces écoles-là. Donc, il y a environ 36 000 jeunes qui ont été informés et sensibilisés sur l'existence de ces écoles. C'est souvent la première des discriminations. Savoir que ces écoles existent, peut-être arriver à briser quelques idées reçues sur ces écoles-là. Et donc, 36 000 jeunes ont été informés. Ensuite, la deuxième partie de notre action, c'est vraiment la préparation au concours. Et donc, pour ça, ils vont passer du temps dans les écoles et donc là on a à peu près 3000, un petit peu plus de 3000 jeunes qui ont passé du temps dans ces écoles pour mieux les comprendre justement. Et puis avant de passer le concours. Exactement. Ça rentre dans la préparation du concours. C'est exactement ça. Donc en fait on travaille avec main dans la main avec les écoles. On sélectionne les jeunes qui ont envie de rentrer dans ces écoles et donc ils vont passer un temps d'immersion au sein des écoles, que ce soit les écoles d'art et design, les écoles d'architecture, l'école du Louvre, la FEMIS. Et donc ils vont pouvoir en comprendre vraiment en fait la pédagogie. C'est vraiment l'idée de ces temps d'immersion, rencontrer des étudiants, donc leur poser des questions aussi, comprendre les attendus du concours. Et donc ça c'est vraiment important aussi pour justement encore une fois renforcer la confiance en eux de ces jeunes. Et donc sur ces 3000, un petit peu plus de 3200 jeunes qui ont passé ces temps-là, on a un jeune sur deux qui réussit les concours. Donc on est au-dessus en fait du taux national de réussite pour les concours. Si on regarde les statistiques, l'origine des élèves des grandes écoles, alors c'est pas seulement les grandes écoles de la culture, c'est 65% d'origine très favorisée et 8% d'origine défavorisée. Déjà, est-ce que c'est vrai aussi pour les écoles de la culture ? Parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être moins d'autocensure sur ces métiers-là. Je suis peut-être totalement à côté de la plaque en disant ça. Alors je pense au contraire, il y a beaucoup de jeunes qui se disent ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le réseau ensuite pour évoluer dans ce secteur-là. Quels vont être les débouchés aussi ? Je pense que ces jeunes qui sont issus de milieux modestes, les parents s'inquiètent aussi des débouchés. Et donc nous, on est là pour arriver à casser un peu les idées reçues, l'autocensure aussi, le déterminisme social qui existe encore. Et donc oui, il y a encore de l'autocensure sur ce genre d'école. Comme d'autres écoles supérieures. Est-ce que c'est une méconnaissance ? Je pense par exemple à tout l'univers du dessin animé et du jeu vidéo, dans lequel les Français sont parmi les meilleurs au monde, à la fois en créativité et puis même en capacité de production, on va dire en secteur industriel pour simplifier. Est-ce que c'est connu ça ? Alors non, c'est effectivement peu connu le fait que les Français soient à la pointe. Parce que là, on est dans l'univers des jeunes en général et des plus âgés aussi. L'âge moyen d'un joueur aujourd'hui, c'est plutôt 45 que 25. Alors, c'est pas toujours connu. Pour tout vous dire, nous, on travaille peu avec ces écoles-là, parce que c'est des écoles privées. Nous, on travaille surtout avec les écoles publiques, effectivement. Mais voilà, développer un partenariat autour du jeu vidéo nous intéresserait aussi. On travaille avec une école privée qui est l'Institut français de la mode, qui est la plus grande école de mode. Et donc, développer des partenariats autour de certaines écoles privées peut être intéressant. Et effectivement, c'est des secteurs dans lesquels il y a des débouchés. Alors, c'est un secteur qui, en ce moment, a quelques difficultés, mais en tout cas, il y a des débouchés dans les studios. On espère que c'est temporaire, que l'intelligence artificielle ne va pas raser le secteur. Sur le bilan encore, parce que vous l'avez évoqué, mais est-ce que la diversité d'origine, finalement, parce qu'on en revient quand même aussi à ça, vous l'avez vu
progressé dans les écoles en question depuis 20 ans, notamment grâce à votre action. Oui, notamment grâce à notre action. C'est l'idée aussi de se dire comment les programmes de la Fondation Culture et Diversité viennent faire bouger aussi les écoles de l'intérieur. Oui. Et donc comment on devient aussi plus accueillant, peut-être pour des jeunes qui viennent d'horizons différents, dont il peut y avoir une certaine violence symbolique aussi arriver dans des écoles. Et donc les écoles bougent aussi vraiment de l'intérieur. Et donc on voit la diversité augmenter. Alors évidemment, je pense que c'est un travail toujours à recommencer, puisque les idées reçues se perpétuent d'année en année. Et donc notre travail est toujours pertinent aujourd'hui. Un jeune éloigné de la culture, ça peut être un rural. Ah mais bien sûr. Non mais alors nous on a non mais juste pour sortir là aussi des clichés et des idées reçues. Complètement. Nous on intervient effectivement dans des lycées qui sont assez enclavés, et c'est vraiment l'idée que les écoles aillent se déplacer sur les territoires, et les territoires ruraux notamment. Et donc la diversité, on l'entend dans toute son acception, c'est-à-dire une diversité sociale, culturelle, économique, géographique. Et donc on s'adresse évidemment aussi à des jeunes issus de milieu rural. Ouais. Alors on va prendre un exemple, c'est le nombre de lycéens sélectionnés cette année. Je crois qu'il y en a 185. Alors, vous les accompagnez pendant combien de temps avant un concours? Vous avez commencé à répondre à la question, mais où ils en sont, là, ce groupe-là? Alors là, c'est un moment particulier pour eux, parce qu'ils sont en plein vœu Parcoursup. Donc, il y a une tension aussi qui est particulièrement présente. Donc, ils ont postulé pendant leur premier semestre de terminale. Ils ont été sélectionnés, ils ont passé en février par petits groupes de 30 ou de 15 une semaine en immersion dans les écoles. Donc c'est l'école du Louvre, l'INA, l'Institut français de la mode, les écoles d'architecture, que ce soit à Rennes, à Lille, ou les écoles d'art et design, que ce soit à Nîmes ou à Caen. On tourne chaque année pour vraiment une diversité aussi de représentation du territoire. Et donc pendant ces semaines, ils ont à la fois compris la pédagogie donc du concours, rencontré des étudiants, des professionnels, fait des visites. Ils sont allés à la villa, visiter la villa Cavrois, proche de Lille. Ils sont allés visiter le Mont Saint-Michel, proche de Rennes. Et donc là, on leur a donné en tout cas toutes les clés. On les a aussi peut-être fait monter à la fois en compétences, mais aussi en assurance, en confiance en eux, pour pouvoir se dire c'est possible. Et donc là, on va les accompagner justement durant la phase Parcoursup. Donc on les met en relation avec des jeunes qui sont déjà rentrés en école et qui font partie du réseau maintenant, puisque depuis effectivement 20 ans, il y a pas mal de jeunes qui font partie de ce réseau-là. L'importance des rôles modèles, exactement. Ça joue vraiment. C'est très important, puisque pendant les stages, ils ont pu rencontrer des jeunes qui étudient actuellement dans ces écoles et qui sont passés comme eux par ces programmes égalité des chances. Donc là, ils vont passer Parcoursup. On les défraie pour aller passer les euros, puisqu'ils doivent se déplacer. Et puis, on paye aussi leurs vœux Parcoursup. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'on va les accompagner pendant toute leur scolarité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le concours, il faut pouvoir aussi avoir les moyens ensuite. S'ils réussissent le concours, ça veut dire que vous allez les aider à se loger, par Exactement. exemple. Exactement. Donc, s'ils viennent notamment à Paris, on a un partenariat avec le Crous de Paris qui nous permet d'avoir des logements bloqués pour les jeunes qui réussissent les concours et qui viennent étudier à Paris. Parce que ça peut être un frein. C'est-à-dire que certains ne vont même pas s'inscrire en disant de toute façon, je ne pourrais pas me payer un logement à Paris, c'est ça? Et c'est donc important de leur dire dès le temps de préparation que l'accompagnement de la Fondation sera là pour les aider. On va leur donner des bourses également, des bourses d'aide à l'achat de matériel, des bourses pour se loger, des bourses de mobilité pour partir en Erasmus. Est-ce que ça va jusqu'au premier job? Est-ce que l'accompagnement s'arrête quand même? Ça y est, ils ont trouvé un premier boulot. On ne s'arrête jamais. Ah bon? Non, l'idée c'est vraiment de les accompagner donc pendant leurs études, mais après pendant leur insertion professionnelle. Mais pourquoi? Tendanciellement, ils vont manquer aussi des réseaux. C'est-à-dire qu'on va essayer... Même s'ils se sont créés un réseau à l'école... Oui, mais quelquefois, ça ne suffit pas complètement. Et puis, il y a aussi quelquefois un sentiment d'illégitimité qui continue à être là. Et donc, nous, on va les accompagner pour briser ce sentiment-là. Donc, on leur propose à la fois des premiers jobs, des premiers stages aussi. On va les mettre en relation avec des mentors. Et ça, c'est important. Des mentors qui sont à la fois issus des jeunes, mais aussi issus des partenaires, de nombreux partenaires d'institutions culturelles, notamment parisiennes, avec le musée d'Orsay, le Palais
parlais de Tokyo, etc. On a des partenariats. On va les aider aussi à faire des résidences. C'est important, notamment pour les artistes plasticiens ou les artistes visuels. Donc, on a des résidences à la fois à la Villa Médicis, à la Villa Noailles. Et puis, on va les aider à se faire du réseau et puis à diffuser aussi leur création autant que faire se peut. Et puis ensuite, il y a la dernière étape, c'est la 5e. Et là, c'est vraiment les plus anciens qui vont s'engager en faveur des plus jeunes, qui vont revenir dans leur lycée, qui vont accompagner les jeunes pendant Parcoursup, on en parlait, qui vont proposer des emplois. Et donc, l'idée, c'est vraiment un cercle vertueux. On va boucler la boucle et donc faire en sorte que les plus anciens puissent redonner ce qu'ils ont reçu. Merci beaucoup, Lucille Deschamps, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, la taxe de solidarité sur les billets d'avion en question.